Donc bonjour à tout le monde. Donc on va démarrer cette présentation. Donc déjà, on va se présenter puisqu'on intervient à deux voix. Donc Carole. Donc je suis Carole Zissagara et je suis la présidente de Télégraphique. Voilà, et donc Olivier Vallée, moi j'ai en charge les marchés de l'autonomie pour le groupe Legrand. Et j'ai également en charge une filiale de Legrand qui s'appelle Intervox. Donc on voulait vous parler aujourd'hui de logements connectés. Juste pour faire le lien, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait présenté une application d'actimétrie en EHPAD qui permettait de superviser notamment l'activité nocturne des personnes en établissement. Et sur la fin de la vidéo, le professeur Davier donc, du CHU de Limoges annonçait la suite qui était de réussir à faire la même chose à domicile. Donc on a travaillé entre-temps. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire partager deux solutions de suivi d'activité à domicile. Une première donc, qui est portée par le groupe Legrand et la deuxième donc, de Télégraphique que vous présentera Carole, qui travaille en partenariat avec le groupe Legrand. Alors, pour introduire un peu le sujet, on est parti de constats sur les attentes des aidants familiaux. C'est vrai qu'on a une politique en France qui est beaucoup partie sur le principe de garder les gens le plus longtemps possible dans le domicile. C'est probablement la meilleure solution pour les personnes. C'est aussi la plus angoissante pour les familles parce qu'on serait peut-être plus rassuré de savoir un proche parent avec une équipe autour dans un établissement. Le domicile, c'est un lieu où la personne va être seule une bonne partie du temps. Et on s'est dit que probablement, il y avait un intérêt à exploiter la sphère des objets connectés, de l'Internet des objets, dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Internet des objets, avec des applications parfois assez futiles, la brosse à dents connectée, quelques objets comme ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter cette technologie par rapport à un usage assez intéressant et en tout cas qui répond à un réel besoin qu'on a pu identifier. Donc le principe, alors je ne vais pas parler technique très longtemps parce que ce n'est pas ma spécialité, mais juste pour expliquer un peu l'architecture technique de ces objets connectés. Donc aujourd'hui, si on prend la première offre connectée et la plus répandue dans le domicile, c'est la téléassistance. Donc vous avez déjà aujourd'hui en France à peu près 500 000 personnes dont le logement est connecté à un plateau de service via la téléassistance. Donc on est déjà dans le monde des objets connectés avec un transmetteur et un bracelet connecté qui permettent de transmettre une alerte vers un plateau d'appel qui derrière va ensuite pouvoir engager les actions nécessaires par rapport à la situation de la personne. Soit contacter les aidants familiaux, soit éventuellement contacter des secours pour porter donc, l'intervention nécessaire auprès des personnes. On est reparti, nous, de cette architecture, puisqu'on avait la chance d'avoir un transmetteur dans le domicile. Ce transmetteur, on l'a fait évoluer techniquement pour qu'il puisse, au-delà de transmettre un appel d'urgence à un plateau, transmettre aussi des données sur un serveur. Donc c'est le même transmetteur qui est mixte, qui fait les deux fonctions. Donc on a toujours la base nécessaire qui est le dispositif d'appel d'urgence dans le logement, mais ce même dispositif, on va le mutualiser pour qu'il soit capable aussi de remonter en temps réel des données vers un serveur. Donc ces données, on va les récupérer avec des capteurs. Alors des capteurs simples, détecteurs de mouvement, détecteurs d'ouverture, détecteurs de fumée. C'est des capteurs qui existent sur le marché depuis très longtemps. Là, simplement, on va leur connecter une intelligence derrière de récupération de données. Et au travers de cette architecture, on va donc avoir deux circuits en fait, qui vont cohabiter. Un circuit qui reste ce circuit d'appel d'urgence et un circuit des données qui va pouvoir partir du serveur sur des applications et pouvoir adresser des informations aux familles. Donc il suffira, quand on a le dispositif dans le logement, de télécharger l'application pour pouvoir se connecter au serveur et pouvoir récupérer des informations. Alors,
pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, sur l'écran d'accueil de l'application, on va retrouver alors une donnée, c'est pour illustrer les choses, c'est que sur une application, on peut aller chercher les données de notre système, mais on peut aussi aller chercher des données plus générales qu'on peut trouver sur le web, comme par exemple la météo de la ville. Ça, ce n'est pas une donnée qu'on va nous collecter, c'est une donnée qu'on va aller chercher et qui est disponible. Par contre, les autres données sont toutes des données qu'on va remonter du logement. Donc la température, le transmetteur que vous avez vu sur la slide précédente, ce transmetteur, il intègre nativement une sonde de température. Donc ce n'est pas un capteur à rajouter, c'est nativement intégré dans le produit et ça nous permet de remonter en temps réel au travers de l'application la température que l'on a dans le logement à l'endroit où se trouve le transmetteur. L'intérêt de monitorer la température d'un logement, on le connaît, c'est vrai dans les périodes d'été, on a eu encore quelques statistiques récentes sur les impacts de l'été dernier en termes de décès à domicile. Donc pouvoir à tout moment se rassurer, parce qu'on est bien dans cette logique-là, il s'agit de rassurer des proches aidants familiaux qui pourraient être éloignés du domicile de l'aider. Donc à tout moment, on peut regarder quelle température il fait dans le logement et eh bien, si on constate que la température est un peu trop élevée par exemple, on peut très bien appeler la personne derrière. On a mis un raccourci d'appel sur le premier écran qui permet d'appeler le domicile et de pouvoir mettre en vigilance la personne, lui demander de s'hydrater, de fermer son volet, etc. Ensuite, vous avez la ligne du dessous, vous avez 3 produits qui sont présentés. Le premier, c'est la détection de mouvement. Donc on va pouvoir positionner des détecteurs de mouvement dans le logement. Donc tout ça est à la carte, c'est-à-dire qu'on peut mettre un seul détecteur, par exemple, en partie basse à la tête du lit, qui va simplement donner l'information que la personne s'est bien levée. Après, on peut enrichir la solution et mettre des capteurs à d'autres endroits. C'est tout à fait un choix que l'on fait selon la nature des informations que l'on veut. Si on veut juste savoir le matin ou à tout moment si la personne s'est bien levée, si elle s'est bien couchée, on met un détecteur de mouvement dans la chambre à proximité du lit. Donc quand on va interroger l'application, on va avoir sur ce petit bouton un peu rosé en haut à gauche le dernier détecteur activé dans le logement. C'est le dernier mouvement qu'on a détecté. Là, en l'occurrence, c'était dans la salle de bain à 7h40. On verra après, qu'en cliquant sur ce bouton, on peut aller regarder l'activité des autres détecteurs ou aller chercher l'historique de celui-là. Donc ensuite, la même chose pour des détecteurs d'ouverture. Alors un détecteur d'ouverture, ça peut être la porte d'entrée, ça peut être la porte de la chambre, ça peut être le frigo. C'est simplement un détecteur qui va constater qu'on est dans un état ouvert ou fermé et qui va remonter la donnée de l'horaire, enfin du jour et de l'heure à laquelle cet état est constaté. Le détecteur de fumée est connecté aussi, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais le détecteur de fumée, c'est un détecteur obligatoire dans les logements. On considère, nous, que chez une personne fragile, avoir un détecteur connecté, c'est un plus. Ça permet d'accompagner la personne s'il y a une détection de fumée, de ne pas la laisser livrer elle-même par rapport face à un détecteur qui va se mettre à hurler à tout moment. Là, on va le connecter. Alors, on peut soit le connecter via la téléassistance, parce que là, on est bien dans un détecteur d'alerte, soit le connecter et donner l'information au travers de l'application. En dessous, on va retrouver des fonctions domotique. Je vous en parlerai rapidement après, puisqu'en fait, on a lancé dans le groupe Legrand au mois de juillet un projet qui s'appelle Elliot, qui est un projet de domotique connectée. La domotique, ça va permettre de piloter ses lumières, ses volets, son chauffage. Et donc on va connecter cette application aussi avec ce volet domotique qui permettra à la fois de remonter des données sur des états, sur les volets par exemple, je vous le montrerai juste après, mais aussi de pouvoir piloter à distance, si on le souhaite, ces mêmes ouvrants. Ensuite, on a mis la partie appel d'urgence. Là, il ne s'agit pas de déclencher l'appel à travers l'application, il s'agit simplement de signaler aux familles dans l'application qu'il y a eu un appel. Voilà, c'est pour information. Et la ligne du bas, cette partie est une zone paramétrable où la famille va pouvoir identifier les détecteurs qu'elle veut avoir en priorité. Par exemple, celui de la chambre, c'est souvent une info qui est souhaitée, savoir à quelle heure la personne s'est levée. On va simplement
dans le paramétrage de l'application, glisser ce détecteur de la chambre dans la partie basse, et on aura en premier écran, sans avoir à cliquer sur l'application, on aura la lecture directe de ce détecteur de la chambre. Hein. En haut, on a les détecteurs et le dernier activé. En bas, on va pouvoir en sélectionner un en particulier et afficher son état. Si on fait glisser l'application avec le doigt de gauche à droite, on va retrouver l'historique de toutes les activations. Là, c'est un menu déroulant où à chaque fois qu'un capteur va être activé, on va l'historiser. Et avec cette page-là, on va pouvoir suivre les différents capteurs activés. Donc on peut suivre, par exemple, si la personne s'est bien levée, si elle est allée dans sa cuisine, si elle a utilisé son réfrigérateur, si elle a ouvert son volet, etc. Là, on voit un exemple où on voit l'ouverture du volet, de la chambre, l'ouverture du frigo. Alors c'est une image, donc vous voyez qu'il y a la même heure partout, donc on se doute que la personne n'a pas pu tout faire à la même heure, mais c'est pour expliquer qu'on peut avoir cette chronologie des événements qui vont s'afficher. Après, on peut rentrer en mode expert sur un capteur. Donc si on clique sur un capteur, on va retrouver la dernière activation et l'historique. Donc là, l'intérêt, ça peut être par exemple de détecter qu'il y a un décalage qui se fait dans l'heure du lever, par exemple. On sait que les personnes vieillissantes sont calées sur des rythmes assez réguliers de lever et de coucher. Un dérapage des horaires sur le lever ou le coucher, ça peut inciter peut-être à investiguer un peu l'information et à voir ce qui se passe. Ça peut être un signe de quelque chose qui se passe sur la personne. Des historiques, donc par exemple la température, on va historiser un jour, une semaine, un mois, donc on va aller rechercher des historiques. Sur la partie domotique, donc là je donne l'exemple des ouvrants. Donc si vous équipez les ouvrants motorisés, volets ou baies motorisées du logement de solutions de pilotage domotique, on va pouvoir récupérer l'état. Donc en un seul coup d'œil, on voit l'ensemble des ouvrants du logement, on voit si c'est ouvert, si c'est fermé ou si c'est partiellement ouvert ou fermé. Et en cliquant sur un des volets, un des ouvrants, on va pouvoir ensuite rentrer dans un mode de pilotage. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller du niveau d'information global jusqu'à un niveau d'information plus précis sur un ouvrant donné et de pouvoir éventuellement le piloter. Pourquoi pas regarder le soir avant de se coucher si la personne a bien fermé son volet, et si elle a oublié de le faire, on va pouvoir le piloter à distance, sachant qu'elle garde dans le logement, bien sûr, un pilotage local avec un bouton qui n'est pas déstabilisant, mais on peut superviser l'état du volet et le pilotage de ce volet à distance. Donc voilà, je passe la parole à Carole pour la suite. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors présentons déjà en quelques mots télégraphiques. Que faisons-nous ? Eh bien en fait nous sommes des femmes et des hommes qui pensons que l'Internet des objets peut avoir un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour enrichir le travail des personnes qui sont au quotidien auprès des personnes fragiles. Voilà, on est des passionnés de technologie et nous mettons à disposition les possibilités offertes par les dernières technologies de l'Internet des objets aux experts de l'écosystème du CARE, aux experts du maintien à domicile. Alors quand je parle de l'écosystème du CARE, je veux parler par exemple des téléassisteurs, des plateaux d'assistance qui font de l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui lancent de plus en plus des services médicalisés ou de conciergerie. Je parle des services à la personne, des résidences seniors, des EHPAD, des bailleurs sociaux, des collectivités, et puis également des financeurs, les mutuelles et les assureurs. Et nous, nos travaux consistent à utiliser donc, des technologies du monde des services connectés pour faire un certain nombre de choses, et notamment pour aider à protéger les personnes fragiles et aider au maintien à domicile dans de bonnes conditions des personnes. Et notamment également permettre à des personnes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas bénéficier de services de téléassistance de bénéficier de services de vigilance bienveillante. Je pense aux personnes par exemple atteintes de pathologie d'Alzheimer qui sont aujourd'hui écartées de fait de dispositifs de médaillons d'appel parce que ce sont des gens qui ne pensent pas à les porter.
voilà, c'est de trouver des solutions techniques qui leur permettent quand même à leur domicile d'avoir un certain niveau de sécurité. On travaille également chez Télégraphique à tout ce qui est la prévention et la détection des problèmes de santé au fil du temps. Ça, c'est un domaine d'avenir, c'est-à-dire essayer d'agir avant qu'une chute ne se produise et anticiper les choses et peut-être éventuellement, par exemple, déclencher un rendez-vous médical si l'on constate que l'activité d'une personne devient anormale ou se réduit au fil des semaines. Et puis, un des axes de nos travaux également, c'est tout ce qui relève de l'enrichissement du lien social. Les objets communiquent, nous donnent de l'information. On en profite pour restituer aux aidants familiaux et professionnels les bons niveaux d'information pour les rassurer et les soulager dans leur rôle d'aidant. Et en fait, alors comment on fait ça et quel est notre savoir-faire? Eh bien, on fait ça en transformant des données, et alors plus que des données de capteurs, d'ailleurs je vais vous expliquer ça, en services connectés à forte valeur ajoutée. On fait de l'alerte, on fait du monitoring, on fait de l'intelligence. Et notre savoir-faire, c'est d'analyser les données, de les manipuler en sachant traiter des données à la fois hétérogènes qui viennent de différentes sources et en sachant modéliser des comportements, des activités. On est capable de modéliser par exemple l'activité normale d'une personne dans son logement sur la base de capteurs de mouvement. Ça, c'est très utile pour savoir si elle va bien. Et alors, vous allez me demander finalement qu'est-ce qu'on peut connecter ou interconnecter intelligemment, puisque c'est la base de notre travail. Alors, Olivier l'a bien expliqué, hein, on peut connecter pas mal de capteurs. On l'a vu, on a parlé là de domotique, de capteurs autour de la téléassistance, des capteurs de mouvement, des capteurs de température, de fumée. Ça, c'est un premier niveau. Mais finalement, plus globalement, ce qu'on arrive à interconnecter, c'est déjà l'activité globale d'une personne dans son logement et le comportement de son logement lui-même. L'activité d'une personne, par exemple, on peut en savoir beaucoup de choses en utilisant des capteurs que l'on positionne dans la cuisine, sur le frigo, sur une porte de placard, sur une carafe. Ça donne des bonnes informations sur un niveau d'hydratation, la nutrition. On peut avoir des données autour des consommations énergétiques dans un logement. Les consommations électriques des différents appareils d'un logement donnent une bonne vision sur l'activité le matin, la cafetière qui s'est allumée, donc la personne qui s'est levée et qui s'est fait un café. Plus globalement, on peut interconnecter également évidemment tous les intervenants qui donc sont au quotidien auprès des personnes. Là, je parle des plateaux distants d'appel. Les services à la personne, les aidants familiaux. Et puis demain, tout ça s'inscrit évidemment dans toute la ville connectée, la Smart City. Et là, on a toutes les données environnementales qu'on va pouvoir utiliser. Hein. En période de canicule, effectivement, on peut zoomer sur des logements et puis aller agir chez des gens qui sont peut-être dans des logements en surchauffe pour leur prodiguer des conseils d'hydratation. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, Télégraphique, notre objectif, c'est vraiment d'enrichir et de compléter les dispositifs qui sont en place, qui sont pour beaucoup éprouvés depuis un certain nombre d'années. On a parlé de la téléassistance opérée par notamment Intervox Legrand depuis de nombreuses années, et puis faire bénéficier des dernières technologies de l'Internet des objets, technologies qui évoluent beaucoup. Donc on est en veille permanente sur tout ça. Et on introduira les dernières technologies dès qu'elles seront disponibles. Je pense par exemple à tous les systèmes de robots ou de drones dans les logements qui permettent demain peut-être de faire de la levée de doute plus maligne encore qu'un appel d'interphonie, ou en tout cas complémentaire de l'appel d'interphonie, puis qui permettent d'aider la personne chez elle. Alors plus concrètement, je vais vous présenter un service qu'on opère aujourd'hui dans des résidences seniors notamment et dans des logements particuliers sur la base des matériels du groupe Legrand et du Kiatil GSM et des capteurs de mouvement d'Intervox. Donc ça, c'est le service autonomie et c'est un service de téléassistance premium
qui en fait enrichit le dispositif de téléassistance avec médaillon. C'est un service de vigilance bienveillante globale qui permet à une personne d'être sécurisée chez elle, même dans les moments où elle ne porte pas son déclencheur, notamment la nuit. Si elle se lève, qu'elle va aux toilettes et qu'elle ne revient pas dans sa chambre, on peut le constater. Et ça, on le fait sur la base de capteurs domotiques qui sont positionnés dans le logement, dont on analyse les données en permanence et qui nous permettent en fait de connaître très bien l'activité normale de la personne dans son logement et puis du coup en temps réel de détecter des ruptures anormales qui ensuite font que l'on envoie une alerte vers le plateau d'assistance qui ensuite s'efforce, comme l'a expliqué tout à l'heure Olivier, de faire la levée de doute. Voilà, et puis je vous disais qu'on travaille beaucoup le lien social. Donc là, c'est une illustration, c'est l'application web que l'on propose aux aidants familiaux qui leur permet d'avoir donc de façon distante un œil sur l'activité de leurs parents fragilisés ou âgés. Cette application existe en version iOS et Android. Ce sont des choses aussi, des données d'activité qu'on sait injecter dans des applications telles que l'a présenté Olivier. Donc tout ça, évidemment, est en interaction et s'enrichit mutuellement. Et là, vous avez donc l'exemple d'une personne pour laquelle l'activité était normale ce matin, puisque c'est une copie d'écran que j'ai faite ce matin. Et vous avez la capacité d'aller zoomer sur différents niveaux d'activité qui reflètent la bonne santé de la personne, et donc notamment la qualité du sommeil, la cuisine, le temps passé dans la cuisine pour se nourrir, et puis les entrées-sorties du domicile et les allées et venues au sein du logement, notamment des intervenants. Voilà, donc télégraphique, pour résumer, ça c'est notre tagline. Nous, on aime à dire qu'on fait du tech care, des technologies au service du care. On est là pour enrichir, compléter les dispositifs et on viendra proposer aux experts du domaine du maintien à domicile les technologies qu'on verra apparaître petit à petit issues du monde de l'Internet des objets voilà, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Merci pour votre attention et on est prêt à répondre à vos questions. Oui, je ne sais pas où est le micro. Le micro arrive. J'en avais. Ouais. J'ai les deux. Oui, bonjour. J'avais une question qui était liée à la mise en place progressive par ERDF du nouveau compteur Linky. On va dorénavant disposer de toute une série de données de consommation électrique dans les résidences, dans les foyers, qui permettent d'identifier appareil par appareil leur utilisation. Je voudrais savoir comment vos solutions, alors aussi bien celles de Legrand que celles que vous proposez, madame, peuvent s'interfacer ou pas avec ce compteur et les données qui vont être a priori disponibles pour les utilisateurs. Je dis a priori parce que là encore, il y a un certain flou qui règne. Peut-être que Legrand a plus d'informations, mais c'est à mon avis un enjeu tout à fait indispensable. Alors c'est vrai que le Linky, bon, on ne sait pas encore très bien jusqu'à quel niveau de détail on va pouvoir obtenir les informations. Là, en positionnant des capteurs, là on est plus sur des mouvements, sur des activités que sur de l'usage pur de consommation électrique. À ma connaissance, je ne crois pas que Linky envisage de déployer de la mesure au point de consommation. Bon, après, en tout cas, je pense que ça va prendre un peu de temps, puisqu'il va falloir que chaque point de consommation, chaque prise de courant soit capable de remonter la donnée de sa propre consommation. Donc on risque d'être sur des architectures un peu complexes. En tout cas, là, on est dans l'Internet des objets. Donc nous, on a fait état de nos capteurs et de la capacité qu'on a. Déjà, on a interfacé 2 marques au sein d'un groupe. On a vu avec Carole, je laisserai après, si elle souhaite compléter, on a la possibilité d'aller interfacer d'autres données. Si on nous met à disposition sur un portail où on peut accéder
les données du Linky, on peut très bien les interfacer. Hein. Nous, dans le projet Elliott qu'a présenté Legrand au mois de juin, on a la capacité d'aller interfacer d'autres acteurs, d'autres marques. On a parlé de spécialistes des thermostats connectés, par exemple, des choses comme ça. C'est tout l'intérêt de l'Internet des objets, c'est que quand on parlait de domotique depuis pas mal d'années, on butait toujours sur le problème de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'un capteur d'une marque ne parle pas avec un actionneur d'une autre marque. Il y a eu des standards de fabricants qui ont essayé de se constituer en essayant de fédérer des gens, mais on était bloqué sur la nécessité que les produits se parlent entre eux. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce registre-là, on sort les données, on les amène sur des serveurs et c'est plus les produits qui ont besoin de parler entre eux, c'est les serveurs qui ont besoin de s'ouvrir les uns aux autres et de s'autoriser l'accès aux données. Donc c'est ce qui est différent avec l'Internet des objets et qui va permettre beaucoup de choses, c'est qu'on n'a plus besoin que deux fabricants se parlent et collaborent pour que leurs produits soient interférables et interconnectables. Tout simplement, chacun peut rester sur son mode de communication et après c'est au niveau du portail, au niveau du web qu'on va faire parler entre eux des produits qui n'ont pas la même fréquence, qui n'ont pas le même langage en local. Donc aujourd'hui, pour ouvrir un volet en domotique, j'ai un ordre qui part d'une télécommande et qui va en local par radio interfacer un récepteur. Ça marche voilà, comme une télécommande de la télévision schématiquement, où je suis en local, mais j'ai un champ d'action qui est local. Si ma télécommande de la télévision, elle devient un objet connecté, je peux très bien l'avoir dans la poche ici et piloter ma télé chez moi. Je ne passe pas par une relation directe entre ma télécommande et mon récepteur. C'est le web qui va faire, c'est la plateforme, c'est le portail, on l'appelle comme on veut, ou le serveur qui va faire la mise en relation entre un produit qui se trouve à un endroit et un autre produit qui peut se trouver géographiquement à un autre endroit. Voilà, donc et là, bon, pour Linky, mais il y a pas mal d'autres solutions demain, d'électroménager connectés, etc., dont on parle. On commence à voir aujourd'hui des plateformes. Nous, on a développé des plateformes ouvertes où on pourra autoriser l'accès à nos données. Après, il faut qu'aussi, je pense, celui qui détient les données maîtrise aussi les gens à qui il autorise l'accès à ces données, parce que ça, c'est un sujet pour lequel je pense on aura quelques questions et qui fait beaucoup aujourd'hui parler, c'est l'utilisation des données. Et voilà, avec ça, on détient des données sur une personne. On peut les mettre à disposition d'un autre opérateur, mais il faut quand même que tout ça soit un peu codifié et cadré pour qu'on évite des dérives aussi. Hein, donc Linky, pourquoi pas, si on a une ouverture et accès au serveur, on pourra très bien utiliser ces données. Je partage complètement la position d'Olivier. Et d'ailleurs, j'encourage tous les acteurs à développer plus de web services et d'API qui permettent aux différentes entreprises et aux différents intervenants de se connecter entre eux pour tirer plus de services. Pour répondre à la question plus particulièrement sur les signaux électromagnétiques, la façon dont on caractérise l'activité dans un logement sur la base des consommations des appareils électroménagers. Nous, chez Télégraphique, sur ce genre de questions, on est pragmatique et on s'efforce de proposer tout de suite des solutions. Alors, aujourd'hui, le compteur Linky, il ne nous permet pas d'avoir en temps réel les relevés de consommation des logements. C'est dommage. Par contre, il y a d'autres systèmes qui permettent de le faire. Et notamment, on peut positionner sur le tableau de bord électrique d'un logement un capteur qui permet d'aller justement capter les informations dont on a besoin pour compenser ce que ne nous donne pas le compteur Linky. Et donc, il y a d'ores et déjà des capteurs disponibles pour faire ça. Et dans l'écosystème de partenaires de Télégraphique, on travaille avec des entreprises qui savent proposer ça. Et puis, nous, on a la capacité, chez nous, de traiter ces données-là et d'en tirer des synthèses d'activité dans le logement. Donc, on peut en reparler. Comment peut-on être sûr que les capteurs que vous proposez sont bien déclenchés par les personnes âgées, pas par d'autres personnes? Est-ce que la personne âgée a elle-même un capteur ou est-ce qu'il peut y avoir des
parasites, entre guillemets, dans l'acquisition des données? Alors nous, déjà, ce qu'on constate parmi les communautés de personnes que l'on a équipées, c'est que une grande partie des personnes ne souhaitent rien porter sur elles et ne souhaitent rien changer à leurs habitudes de vie. Donc ça veut dire que les services qu'on doit leur proposer doivent répondre à ce besoin de ne pas les déranger. On ne peut pas demander à des gens de se lever le matin et de prendre un système, de le mettre sur eux. On a du mal à leur demander de charger toutes les nuits leur montre connectée ou leur téléphone mobile. Donc nous, ce qu'on s'efforce de proposer, c'est vraiment des technologies non intrusives, non stigmatisantes, qui se fondent dans l'environnement et dans les habitudes de vie d'une personne. Alors il se trouve que quand on utilise des capteurs de mouvement et d'ouverture-fermeture de porte, là évidemment il n'est pas possible de savoir qui a généré le mouvement dans la cuisine et qui a ouvert la porte. Après, c'est justement toute l'intelligence du système qu'on met autour qui permet, quand on analyse un historique de données de mouvement, de savoir qu'il y a des périodes où vraisemblablement il y a plusieurs personnes dans le logement et donc que ces périodes ne sont pas représentatives de l'activité de la personne qui vit seule, et puis des périodes où là c'est bien elle qui est à l'origine des mouvements. Donc les données se fondent, il faut en tirer la bonne information et la bonne analyse, c'est l'objet de nos travaux au quotidien. J'en avais une là, et vous après. J'essaye de prendre la chronologie des doigts qui se lèvent. Bonjour, alors moi j'ai deux questions, une sur les capteurs et une sur les données. La première sur les capteurs, en fait là vous présentez, il y a très peu d'innovation dans le sens où vous avez seulement connecté des capteurs qui existaient déjà, vous l'avez dit, c'était des capteurs de mouvement. Alors il y a des entreprises qui ont développé par exemple des sols intelligents qui vont reconnaître avec des capteurs de pression intégrés pour savoir si la personne est debout ou couchée. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les innovations, justement, et les perspectives que vous avez sur des capteurs, on va dire, plus innovants et plus intelligents? Et la deuxième question sur la donnée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous faites du recueil de données. En fait, c'est juste vous les mettez en avant. Au pire, vous faites un peu de statistiques où vous mesurez, on va dire, une déviance des habitudes. Mais demain, il faut mettre de l'intelligence dans ces données. Est-ce que vous y pensez? J'imagine oui. Mais pour délivrer quel type de message et quel type d'information aux gens qui encadrent et qui accueillent? Alors, je vais répondre à la première et puis Carole répondra à la deuxième. Oui, on prend des capteurs simples. Enfin, je pense qu'il faut être conscient de là où on en est aujourd'hui, de l'état des lieux, de l'équipement que l'on propose aujourd'hui à une personne fragile dans son domicile, puis de ce que ça pourrait devenir dans les années à venir. Nous, aujourd'hui, encore une fois, il faut être extrêmement simple et pragmatique. Il y a plein de technologies qui existent, de l'innovation certainement aussi. Il y a deux critères quand même préalables à tout ça. Un, c'est d'avoir des capteurs éprouvés. L'innovation, c'est bien, mais il faut quand même la faire vivre un certain temps pour s'assurer qu'on a la fiabilité nécessaire et que, voilà, c'est bien d'innover, mais quand on passe, et on l'a vu nous dans pas mal de choses, quand on passe du mode laboratoire au mode déploiement, on s'aperçoit quand même qu'il faut durcir les technologies. Donc on est parti effectivement de capteurs simples qui existent depuis 20 ans. Il n'y a rien d'innovant là-dedans. Ce qui est simplement innovant, mais qui est déjà un grand pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est le principe d'essayer de mettre ces données à disposition des familles. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez 500 000 abonnés à la téléassistance. Vous ne savez pas au quotidien, à travers ce service, ce qui peut se passer dans le domicile au quotidien. Vous avez de l'information que s'il y a une chute, par exemple, et que la personne a actionné... Donc, on part de pas grand-chose. C'est une première marche. Ça, c'est sur l'état des technologies et pourquoi prendre des choses simples et pas aller plus loin pour l'instant. Après, il y a l'aspect économique. Il me semble que dans la conférence précédente, on a parlé de pouvoir d'achat et de revenus. Il faut faire attention quand même. On peut faire des solutions. Vous parlez du sol, je pense que vous faites allusion à Target, avec qui on a travaillé quelques années sur le sujet aussi. Un sol intelligent, imaginez déployer ça dans des logements existants de personnes âgées, je crois que c'est tout à fait utopique. Alors, je veux bien dans un EHPAD, mais on ne peut pas parler de ces solutions-là dans un domicile parce qu'il va falloir commencer par déménager le logement, par refaire l'intégralité du sol du logement. Ensuite, je n'ai pas à parler de ces solutions-là en termes économiques, mais
je vous laisse aller chercher le prix au mètre carré de cette solution. On n'est pas dans des réalités de déploiement possibles à domicile. Hein. Donc là aussi, on a des contraintes et on est bien là dans l'idée de passer du stade de la recherche au stade du déploiement. La solution de Carole, elle est commercialisée, la nôtre le sera dans quelques mois. On est bien dans des solutions réalistes sur le plan du déploiement, à la fois en termes de fiabilité et en termes économiques. Après, on peut aller chercher énormément d'innovations qui existent aujourd'hui, sauf qu'on sera incapable de les financer, de les déployer, ou alors qu'elles ne correspondent pas à la réalité du terrain, qui est d'équiper un logement existant. Je signale également quand même un critère à prendre en compte, c'est que quand on en est à commencer l'équipement d'un logement sur une personne fragile, on ne va pas l'équiper pour 10 ans ou 15 ans, hélas. Okay, donc ça aussi, il faut savoir qu'il y aura un rétrofit de l'installation derrière. Si vous mettez un sol connecté pour une personne, c'est souvent les familles qui vont financer ça, mais pour combien de temps? Et cette question-là, forcément, ils se la posent. Okay, donc quand vous êtes un jeune couple, que vous achetez votre logement et que vous y installez pour 20 ans, vous pouvez investir dans des infrastructures un peu lourdes parce que vous savez que vous allez les optimiser dans la durée. Mais là, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique où bien souvent, la fragilité arrive et on sait qu'en France, on n'est pas les rois de l'anticipation. Et il faut rapidement être capable d'installer une solution en quelques heures pour sécuriser la personne et dans des conditions économiques acceptables. Et c'est là-dessus que se positionnent ces solutions. C'est pas une démonstration de techno, parce que ça, encore une fois, nous on est des entreprises, on n'est pas des laboratoires, et on n'est pas là pour montrer ce que la technologie sait faire et aller jusqu'au bout de ce qu'elle sait faire. On est là pour montrer des solutions qui sont techniquement et économiquement déployables et déployées déjà pour certaines. Côté télégraphique, sur les solutions qu'on commercialise, par exemple vers les résidences seniors, là, nous, on est complètement dans ces aspects fiabilité, sécurité. Il faut que ce soit industriel, il faut que les serveurs soient redondants, qu'on ne puisse pas se faire hacker les données, que les capteurs soient faciles à mettre en œuvre. Donc nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est des solutions plug and play. On arrive dans un logement, en quelques minutes, en moins d'1 heure au total, avec tout l'entretien avec la personne et le remplissage des formulaires et fiches de consentement, le logement est équipé. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis techniques, pas besoin d'avoir un accès Internet avant. Tout est prêt à opérer. On est sur des technologies éprouvées et qu'on maîtrise. Ça, c'est important. Après, quand même, les technologies évoluent vite et l'innovation, elle arrive fort. Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils la Mother d'OpenSense, la petite poupée russe avec des capteurs d'activité que Rafi Eladjian appelle versatiles, qui permettent, quand on les colle un peu n'importe où, de savoir si une personne est dans le logement et si c'est bien elle, si elle est dans son lit, si on a ouvert une porte. Ces capteurs-là, ces petits capteurs, ces tags, ces cookies d'activité, nous, bien évidemment, voilà, je peux vous dire qu'on va savoir vous proposer vite des solutions qui les utilisent parce qu'ils permettent d'adresser en fait plein de cas d'usage possibles et de répondre à des besoins qu'on nous exprime. Donc ça fait partie, par exemple, des innovations qu'on développe. Il y en a bien d'autres. Et d'ailleurs, nous, on est une entreprise innovante et technologique chez Télégraphique, donc on fait beaucoup de R&D sur tous ces sujets. On sera au CES de Las Vegas en janvier pour aller voir l'état de l'art aussi dans ces domaines. Donc voilà, après on les éprouve, on les teste, on les expérimente, on les met en œuvre, et quand on sait que ça marche et que les donneurs d'ordre et les experts du maintien à domicile nous disent oui, la promesse est confirmée, oui, ça nous apporte quelque chose, alors on les déploie. Sur après l'intelligence et les données, nous c'est notre métier, donc c'est bien là qu'on met l'accent, c'est l'intelligence qui nous permet derrière de tirer les bons services des capteurs. C'est pas tout d'avoir un petit capteur et de le mettre sur une porte et de recevoir des données d'accélérométrie. Est-ce que la porte bouge? On n'en tire rien. Si par contre on met de l'intelligence autour, on peut savoir que déjà cette porte-là, c'est celle de l'entrée ou c'est celle du frigo. Et puis que ça correspond à un certain type d'activité parce que les autres capteurs nous ont renseigné sur le fait que c'était dans cette zone-là que ça se passait. Voilà, donc c'est bien toute l'intelligence qu'on met autour qui permet, à partir des données, de bénéficier de services utiles et à valeur ajoutée.
Merci, bonjour. Vous n'avez pas parlé de présence de caméras dans les logements des seniors. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable, d'utile ou de tabou? Merci. C'est un gros débat, ça, les caméras, ça fait... Alors, bon, d'abord, nous, on n'en aura pas. On n'en aura pas parce que par rapport à ce qu'on évoquait sur le plan économique, c'est pas très... par rapport à l'usage qu'on en retire, ça a une utilité à enlever de doute, mais encore une fois, dans un logement, avec la complexité d'un logement existant, la présence de mobilier, l'infrastructure d'un logement, c'est relativement compliqué parce qu'il en faut beaucoup, et puis c'est hyper intrusif surtout. Et je pense que autant un capteur de mouvement saura se faire oublier et fera partie du paysage, parce qu'encore une fois, il est là pour remonter une donnée plutôt d'activité de bienveillance. Donc on n'est pas dans l'intrusivité forcément perçue. La caméra, c'est rédhibitoire sur ce point de vue-là. Donc, je sais que nous, on ne souhaite pas en intégrer. Et encore une fois, avec ça, on fait déjà beaucoup, avec un bon niveau d'acceptabilité dans les logements déjà équipés. Je pense qu'on a assez de témoignages qui font qu'on les oublie très vite. La caméra, c'est beaucoup plus dur à oublier. Et puis économiquement, c'est pas très réaliste dans un logement. Voilà. Si vous voulez faire une levée de doute de chute avec une caméra, imaginez le champ de la caméra dans un salon avec la table, les chaises, le buffet, etc. Donc il faut en mettre au moins 2 ou 3 dans le salon pour avoir tous les angles si la personne est tombée derrière la table. Et encore une fois, ça ne servira qu'à faire une levée de doute, mais on n'a pas besoin d'une caméra pour savoir identifier la chute. Et là, Carole pourra en parler aussi. Donc, et la levée de doute, après, il y a d'autres moyens de la faire. Et c'est prendre un risque, à mon avis, mais je pense que des gens qui poussent cette technologie-là n'auront pas le même. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas pousser des technologies qui pourraient générer du refus. Parce que il faut quand même expliquer aux gens à quoi vont servir ces capteurs, vraiment les rassurer sur le fait que c'est fait pour les mettre en sécurité, pour de la bienveillance. Avec la caméra, vous allez passer beaucoup plus de temps à justifier l'intérêt et ça va créer des situations de blocage. Voilà. En plus, là, on respecte beaucoup plus l'intimité. La caméra, même si vous expliquez aux gens que les images ne sortent pas du logement, qu'elles sortent qu'en cas d'alerte ou autre, c'est quand même aller expliquer ça à des personnes fragiles ou même à leurs aidants familiaux. Il y a tellement d'images aujourd'hui qui circulent à l'insu des personnes sur le web. Je pense que la caméra, enfin en tout cas pour ce qui est de Legrand et d'Intervox, nous, on n'envisage pas d'y aller. Et de notre côté, quand on fait des installations chez les personnes, les personnes nous demandent si elles sont vues. Tout le monde ne comprend pas toujours ce que c'est un capteur de mouvement, un infrarouge passif. Et en fait, on prend toujours beaucoup de temps à expliquer qu'on ne regarde pas et qu'on n'écoute pas. Et ça, voilà, c'est quand même important pour beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, nous aussi, on en reste là sur les caméras. Mais il existe sur le marché des dispositifs qui permettent, sur la base d'algorithmes, sans aller regarder les images des caméras ou des dispositifs de surveillance, d'analyser quand même en temps réel les mouvements des personnes et de détecter le passage à une position horizontale au sol. Donc, c'est des en EHPAD, technologies c'est utile. qu'on a aujourd'hui dans tous les aéroports, où en fait, quand vous avez un opérateur de télésurveillance dans un aéroport qui a 50 écrans, on imagine qu'il ne peut pas regarder sur chaque écran ce qui se passe. Donc il y a effectivement des logiciels qui font des analyses d'images et qui vont identifier des situations anormales. Et là, ça va zoomer sur l'écran où il se passe quelque chose. Donc on pourrait détourner cette techno-là pour faire de l'analyse d'image en local. Le problème, c'est qu'il va falloir quand même mettre une caméra dans le logement pour le faire. Et une fois que vous mettez la caméra dans le logement, vous êtes devant la situation de blocage et d'inquiétude de la personne. Et vous pouvez toujours lui expliquer que les images ne sortent pas et tout. Mais bon, encore une fois, on n'est pas sur des gens qui sont dans la... D'abord, ils ne sont pas toujours demandeurs de quelque chose. Donc on vient déjà mettre des choses et on les sécurise presque parfois un peu à leur insu. Et là, ça va être le travail aussi de la famille de dire que c'est nécessaire parce que les personnes ne sont pas toujours conscientes de leur fragilité. Alors la caméra, c'est
voilà, c'est un écueil supplémentaire à l'acceptabilité qui n'est pas indispensable aujourd'hui pour arriver à faire déjà un bon niveau de sécurisation. On a bien fait de faire court pour laisser la place aux questions. Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de déploiement de vos solutions. Donc 2 questions. La première, c'est comment se fait la commercialisation aujourd'hui de vos solutions? Est-ce que vous avez des forces de vente directes qui vont adresser les particuliers? Est-ce que vous passez par des distributeurs ou d'autres types de partenariats? Et la deuxième question, c'est, on parle aujourd'hui de la France, est-ce que vous commercialisez aussi vos solutions ailleurs, en Europe par exemple? Alors, encore une fois, à 2 voix. Donc, alors pour ce qui est du groupe Legrand et de la marque Intervox, donc nous, ce produit-là va être commercialisé prochainement. Donc, on n'est pas encore sur la phase de commercialisation, mais comme le montrait un peu le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, notre cœur de clientèle à nous sont des sociétés de téléassistance. Et du coup, nous, c'est à travers ces entreprises que l'on va diffuser le service comme un complément à la téléassistance de base, on va dire, ce qui permettra aux téléassisteurs de proposer aux aidants familiaux du bénéficiaire l'accès à cette application et à ces données. Donc on est bien dans ce mode où nous, on reste sur notre chaîne classique de commercialisation de nos produits. Ça, c'est le volet Intervox. Après, le volet Elliott, qui concerne la partie volet que je vous ai montré, volet lumière. Là, on est dans le schéma plus de diffusion domotique du groupe Legrand, qui est plutôt la voie du professionnel, électricien, voire de la grande surface de bricolage. Mais là aussi, on est dans quelque chose qui n'est pas encore commercialisé à aujourd'hui sur le périmètre Elliott des objets connectés pour la maison. Et côté télégraphique, donc nous avons des offres qui sont commercialisées par des professionnels de la téléassistance. Vous avez compris, on est fournisseur de technologie. Donc nous, on n'a pas vocation à aller démarcher des familles en direct et on n'en a pas la capacité. Donc là, c'est des offres aujourd'hui commercialisées vers les résidences seniors et puis également sur Internet par des distributeurs. Après, on a aussi des projets de R&D en cours qui, là, pour le coup, ne sont pas encore commercialisés, sont sous la forme de pilotes. Pilotes qu'on mène parfois sur des villes ou sur des régions ou avec des partenaires particuliers avant derrière de les déployer. Et à titre d'exemple, on est actuellement sur un gros projet pour le compte du Gérontopole de Toulouse qui est en charge de trouver des technologies qui aident au suivi des personnes fragiles à leur domicile et à leur sécurisation en retour après hospitalisation. Rien que sur leur secteur, ils ont à peu près 10 000 retours après hospitalisation à gérer chaque année. Et donc là, nous, on les aide sur du suivi d'activité au domicile, suivi autour de la nutrition des personnes, des choses qui petit à petit d'ailleurs relèvent du domaine de la e-santé. Moi, je me posais un peu la question de que dit la CNIL Que dit la CNIL de tous ces systèmes? Parce que autant quand on a un système, je dirais, d'appel si on tombe, quand on commence à avoir des systèmes qui deviennent des détecteurs de chute ou des systèmes qui analysent ce qui se passe dans le foyer, ce sont des données informatiques qui font l'objet d'un traitement éventuellement d'intelligence artificielle et ce traitement, à mon avis, doit être soumis à autorisation préalable et la communication des informations à des tiers doit aussi être soumise à autorisation préalable. Alors, comment ça se passe? Alors, chez nous, concrètement, donc déjà, tous nos projets de R&D et nos produits commercialisés font l'objet d'une déclaration CNIL sur lesquels, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'objection particulière. On a décrit la façon dont on gérait les données, qu'elles soient dépersonnalisées pour certaines, parce qu'on n'a pas toujours le nom et l'âge de la personne associée à des données, ou personnelles pour d'autres, puisqu'il faut quand même des systèmes qui gèrent le CRM, la relation client. Après, chaque fois qu'on va faire une installation chez une personne, elle signe ce qu'on appelle un formulaire de consentement. Au préalable, on lui explique bien
ce qu'on récolte et qu'est-ce qu'on en fait. Mais donc la personne donne son autorisation pour que les données soient exploitées et pour que des personnes y aient accès. Et on a parfois le cas de personnes qui ne veulent pas que les réseaux de solidarité ou les proches aient accès aux applications, auquel cas nous bloquons l'accès aux applications et il n'y a que les alertes qui partent. C'est pareil, enfin, ce que je peux vous dire, c'est que sur le volet domotique, il y a encore en cours des discussions avec la CNIL qui est en train de statuer sur ce sujet, notamment aussi d'utilisation des objets domotiques, la lumière, le chauffage, les volets, etc. Voilà. Mais toutes les réglementations ne sont pas encore arrêtées. Bien sûr, après, on devra s'y conformer. Ça fait partie aussi de l'acceptabilité de ces solutions. C'est que les gens soient en confiance avec l'utilisation qui sera faite des informations et des données. Mais finalement, ce qu'on évoquait déjà, c'est que ce qui va être aussi important là, au-delà de la sécurisation des données elles-mêmes, c'est comment on ouvre les droits d'accès et les droits d'utilisateur. Comment on va gérer la problématique de donner ou pas accès ou de retirer à un moment des accès. Nous, c'est une question sur laquelle on est encore en discussion aujourd'hui à travers l'application Famille qui est extrêmement simple. Est-ce que c'est la personne qui souscrit l'abonnement qui a l'attitude pour autoriser ou pas des utilisateurs? Est-ce qu'elle a la latitude de retirer un utilisateur si elle le souhaite? On est dans le monde de la famille et des relations de la famille, donc c'est pas toujours simple. Ça, c'est une vraie question. Alors c'est vrai, il y a tous les problèmes de la CNIL, c'est confit, c'est pas confit, qu'est-ce qu'on fait des données? Je pense pas qu'il y ait des problèmes générés demain par la sécurisation des données. Les vrais problèmes, c'est des problèmes tout simples de dire j'ai une application, aujourd'hui il y a 3 enfants dans la famille, il y en a un des 3 qui va souscrire l'abonnement, qui va dire mon frère a le droit, ma sœur n'a pas le droit d'accéder à l'application. C'est plus des choses comme ça qu'on aura à régler que des problèmes vraiment de sécurisation des données au sens où souvent on l'entend, c'est-à-dire piratage, exploitation malveillante des données, etc. Mais on va avoir un vrai travail complexe sur la gestion des droits d'utilisateurs. Voilà. Mais ça, il va falloir apprendre en marchant parce que ce qui fait qu'on arrive à tirer des hauts niveaux de service des données, c'est leur interfaçage. C'est les différents acteurs qui s'interfacent entre eux et qui se rendent interopérables. Mais du coup, ça pose de vrais sujets autour de la propriété des données. Si par exemple, dans un immeuble, vous avez un chauffagiste qui a des sondes de température dans les logements, il relève la température, il a des données de température. Vous avez le gardien qui a un certain nombre de données, vous avez l'exploitant, le gestionnaire du bâtiment, la personne elle-même dans son logement qui bouge et qui a des capteurs, peut-être une société d'anti-intrusion, des gens comme nous qui analysons et croisons les données, le téléassisteur. On voit bien que l'écosystème souvent est complexe, qu'on est souvent 4-5 entreprises pour fournir un service global à une personne et à ses intervenants. Là, je pense qu'il y aura encore du travail voilà, autour de ces sujets et la législation aussi va évoluer petit à petit. J'en ai une là et après c'est voilà. Enfin, Bonjour. Je me demandais, alors c'est peut-être en lien avec ce que donnera la CNIL et autres, mais plutôt que de mettre des capteurs dans l'appartement, dans le logement, un petit peu partout pour suivre l'activité de la personne, à partir du moment où on est sur un complément et sur une personne qui reconnaît déjà un certain niveau de dépendance, puisque vous êtes en complément de la téléassistance, qu'elle aura un bracelet. Aujourd'hui, on a des bracelets connectés qui permettent de détecter les mouvements, voir quel effort physique a été fait, beaucoup de données de santé. Demain, peut-être d'oxygénation du sang, j'en sais rien, de tension, ça s'améliore. Est-ce que et il y aura la possibilité aussi, avec point de vue géolocalisation, peut-être de tracer de manière plus fine où est la personne. Est-ce que l'avenir demain, c'est de mettre des détecteurs dans tout l'appartement ou dans tout le logement pour suivre la personne, qui sera limité à des mouvements, ou d'avoir le capteur sur la personne elle-même, qui a déjà accepté ça, et qui va donner en plus d'informations au-delà de la localisation, des informations sur sa santé? Alors, enfin pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. C'est essayer tout capteur qui apporte une donnée utile, il a du sens
Après, tout dépend de ce qu'on cherche à savoir et des infos que l'on veut remonter. Effectivement, si on est sur une personne dont la problématique est plus une pathologie, ben on va être peut-être plutôt sur un capteur porté parce qu'on a besoin de paramétrer peut-être des données physiologiques sur la personne, etc. Encore une fois, oui, il existe des objets type des montres connectées qui donnent des informations. Pourquoi pas les interfacer? C'est la même question que pour le Linky, hein, ça rentre dans le même domaine. Voilà, nous on n'est pas bloqué là-dessus. Aujourd'hui, il faut simplement voir que avec un élément porté, si vous voulez, avec une montre connectée, localiser une personne dans son logement, il va falloir mettre des bornes. Donc nous on met des capteurs directement, ce qui évite à la personne de porter quelque chose. Après, c'est des choix de techno. Si je veux savoir quel est le rythme de vie de la personne, à quelle heure elle se lève, est-ce que tout va bien dans son logement, est-ce qu'elle se déplace, est-ce qu'elle a une activité normale dans son logement, j'ai besoin de la géolocaliser dans le logement et de savoir si elle est allée dans la cuisine ou si elle est encore dans la chambre. Et ça, avec un bracelet connecté, si je ne mets pas des bornes à l'intérieur du logement, je ne saurais pas dans quelle pièce elle est. Je peux savoir qu'elle bouge, mais si je veux savoir si elle est dans la cuisine, il faut que j'ai à un moment un tag quelque part dans la cuisine qui va communiquer avec ma montre pour dire que je suis dans la cuisine. Donc pourquoi combiner une montre et un tag pour faire ça alors qu'un capteur dans la cuisine suffit? Nous, c'est des choix technologiques après qu'on fait, encore une fois, sur des besoins économiques, etc. Une montre connectée, on y réfléchit. Attention, ça consomme beaucoup d'énergie parce que plus on va lui faire de choses, plus elle va consommer. Il faut la recharger. Dans la période où on la recharge, on ne la porte pas. Donc il faut bien analyser tout ça. Voilà. Je peux vous dire que si c'est une personne qui doit porter sa montre pour un suivi de pathologie, il lui en faut deux. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui le font. Il y en a une en charge et on porte l'autre. Il faut penser à interchanger et à toujours l'avoir. Bon voilà, on sait très bien que c'est pas forcément la situation idéale. Encore une fois, là on n'est pas sur des gens, on n'est pas dans de l'hospitalisation à domicile. Hein. On est sur tout simplement des gens qui peuvent présenter des fragilités, risque de chute, risque de malaise, etc. Et on veut juste être bienveillant sur le fait que tout se passe bien et que les conditions du logement sont correctes, confortables sur le plan de la température, que le soir les volets sont bien fermés, que la personne se couche avec sa porte fermée aussi, c'est tout bête, mais voilà, c'est pas, on n'est pas dans l'hospitalisation à domicile où effectivement les capteurs connectés trouveront du sens aussi. Effectivement, ce n'est pas les mêmes besoins, donc ce n'est pas les mêmes, forcément les mêmes technos. Bonjour. Je pense que ma question s'adresse plus à Télégraphique en fait qu'à Legrand. En fait, je voulais savoir, on a parlé de la domotique, des capteurs, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de suivi d'hospi. Et en gros, je voulais savoir si vous aviez commencé à travailler sur tout ce qui était tensiomètre connecté, glucomètre, etc. Par rapport à votre application. Si c'était pris en compte et si ça allait rentrer dans vos prérogatives. Alors aujourd'hui, on n'a pas de projet lancé avec vraiment des dispositifs médicaux parce que c'est souvent très complexe et qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine. Par contre, ce qu'on propose, c'est des technologies complémentaires. Par exemple, on a un partenaire assureur qui travaille sur des box de e-santé, glucomètre connecté, poids connecté, tensiomètre connecté, oxymètre connecté. Il peut être intéressant de complémenter ça avec une téléassistance innovante ou un suivi d'activité globale dans le logement. Donc c'est plutôt en complémentarité qu'on est susceptible de travailler aujourd'hui. C'est l'heure. Bon, je crois qu'on est dans les temps. S'il n'y a plus de questions, merci. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine.